à toutes et hello à tous. Bienvenue dans Équidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Équidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écuries, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, Équidé est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Pour ce 6e épisode du podcast, j'ai invité Pascal Frottier pour vous parler des écuries actives. Ça tombe bien, Pierre Fleury a abordé le sujet dans les derniers épisodes si vous les avez écoutés, puisque Pierre a aménagé une petite écurie active chez lui. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai découvert le concept il y a 3 ans et que j'ai eu la chance de visiter les écuries de l'Isor que tient Pascal en Normandie, près de Deauville. Alors Pascal, il fait partie des pionniers de l'écurie active en France et il défend ce mode d'hébergement novateur pour les chevaux. Et j'ai trouvé intéressant de vous le présenter parce que moi-même, je crois que l'écurie active est un mode d'hébergement qui présente de nombreux avantages, à la fois pour les chevaux et pour les humains. Et qu'après 1 an de Covid, notre secteur ouvre les yeux sur le fait que le mode d'hébergement actuel en box, en zone urbaine et périurbaine notamment, dans lesquels les chevaux ne sont sortis que si les cavaliers viennent, ne sont pas viables. Alors que fait-on dans ces cas-là ? Est-ce que l'écurie active peut vraiment répondre aux besoins des chevaux tout en soulageant les professionnels ? Est-ce qu'elle a des avantages par rapport à une pension prêt ? Et peut-on faire une écurie active partout ? Pourquoi utilise-t-on la technologie dans les écuries actives ? Est-ce que c'est du gadget ? Et quels impacts Pascal a-t-il constaté sur son troupeau ? Pourquoi l'écurie active est-elle le mode d'hébergement le plus abouti aujourd'hui sur le marché selon lui ? Voilà quelques-unes des questions qu'on a explorées. Je vous souhaite donc une très bonne écoute en compagnie de Pascal. Bonjour Pascal, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur Équidé. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être principalement les écuries actives. C'est un sujet que pas encore tout le monde ne connaît en France. Donc je voulais présenter un petit peu les avantages des écuries actives et puis faire découvrir un petit peu le concept. Et quel meilleur ambassadeur que toi, puisque tu es à la fois un pionnier en France sur le sujet et un grand ambassadeur. Tu fais découvrir les écuries actives à beaucoup de monde. Donc, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast pour en parler aujourd'hui. Je voulais commencer, comme je commence avec chacun de mes invités, en te demandant de nous raconter un petit peu ton parcours auprès des chevaux déjà, te présenter, nous raconter quelle a été ton aventure auprès des chevaux jusqu'ici. Alors les chevaux, moi j'ai commencé à m'occuper de chevaux quand j'avais une vingtaine d'années. Avant, j'avais eu des expériences pour monter à cheval, des expériences malheureuses qui m'avaient un peu effrayé et j'avais un peu de mal avec les chevaux et ça me chagrinait parce que je sentais que c'était un animal avec lequel il y avait moyen de créer des liens importants. Mon rêve, ça a toujours été d'être paysan. J'ai fait des études agricoles pour ça, hein. Et puis, quand j'ai fini mes études agricoles, que j'ai rencontré Nathalie, mon épouse, elle montait à cheval dans un centre équestre où on évoquait dès le début, dès qu'on était débutant, la relation qu'il pouvait y avoir avec le cheval, la mise sur la main et tout ça. Et c'était pas uniquement du trop assis, trop enlevé. Et j'ai dit, mais voilà, c'est ce que je recherche depuis longtemps, en fait. C'est l'intérêt de monter à cheval, de créer un lien, d'avoir une communication étroite avec son cheval. Et je me suis passionné pour ça. Et du coup, j'étais parti pour être berger. J'avais déjà travaillé en tant que tel. Hein, et puis, donc, mes parents étaient agriculteurs. Mon père était à la retraite depuis longtemps, mais il avait toujours sa ferme. Et il nous a proposé de reprendre l'exploitation. Et du coup, on a décidé d'avoir une activité équestre sur l'exploitation qui est située à Saint-Arnoux, à côté de Deauville. Donc, on était bien placés. Et donc on s'est dit on va faire quelque chose avec les chevaux sur cette ferme. Alors au début on avait juste les bâtiments par les terres, hein, et puis
on s'est lancé progressivement dans la pension de chevaux en voulant plus ou moins faire un centre équestre, mais on s'est rendu compte très vite que le site n'était pas adapté pour accueillir de la clientèle. Et donc, on a construit les box les uns après les autres. Au fur et à mesure qu'on avait 3 sous, on rachetait une palette d'agglos. Et puis, on a accueilli les chevaux comme ça les uns après les autres. Et puis, on a toujours essayé d'optimiser notre façon de travailler. On s'est rendu compte très vite qu'on avait fait une erreur en construisant des box dans des vieux bâtiments qui ne permettaient pas la mécanisation. On n'avait pas les moyens financiers de faire autrement, donc on a fait comme ça, mais on l'a regretté. Et dès qu'on a pu, on a construit un bâtiment un petit peu à l'écart au milieu des herbages. La propriété, elle fait 28 hectares. Et donc, il y avait un site au milieu des champs où il y avait déjà un grand abri, en fait, et à côté duquel on a rajouté un grand bâtiment qui fait presque 600 mètres carrés, sous lequel on a mis les chevaux dans des box qu'on avait aménagés en ruban électrique. Et ça permettait déjà de mécaniser le travail de curé qu'une ou 2 fois par an, ce logement-là pour une trentaine de chevaux. Ah oui. Et puis, de par ma formation, très vite, je me suis rendu compte que emmener les chevaux 2 par 2 d'un endroit à un autre, etc., c'était une perte de temps colossale, qu'on pouvait peut-être faire autrement, en les dressant. Moi, j'avais eu l'habitude de me promener avec 300 moutons derrière moi. Je me suis dit, je devrais arriver à apprendre à 30 chevaux à me suivre. Donc, on a aménagé le site avec des allées qui permettaient aux chevaux de nous suivre pour aller au champ. Donc, il y avait déjà un gain de temps considérable à ce niveau-là. Et puis, le fait de pouvoir mécaniser le curage, c'était pareil. Et puis, de ce qu'on ressentait des chevaux et de ce que nous disent les scientifiques, le besoin de fractionner l'alimentation, etc. Moi, de par ma formation agricole, je savais qu'il existait des automates pour nourrir les bovins depuis très longtemps. Et je me suis dit, il faut que je trouve des automates pour nourrir les chevaux. Ça permettra d'être plus en adéquation avec leurs besoins. Et puis, ça me permettra, parce que on peut très bien le faire à la main, mais si jamais tu commences à vouloir donner plus de 3 repas par jour, ça devient compliqué. Tu n'as plus le temps de faire autre chose, parce que si toutes les 2 heures, il faut que tu reviennes donner du grain aux chevaux, c'est compliqué, sachant qu'en plus, le cheval n'est pas fait pour manger du grain. Mais bon, donc voilà. Et puis, en faisant des recherches sur Internet, sur des sites allemands, parce que je savais que les Allemands utilisaient beaucoup des plaques pour stabiliser les sols. Et quand j'ai voulu refaire une carrière à la maison, j'avais dans l'idée d'utiliser ces plaques-là pour créer ma carrière. Et en faisant des recherches, j'ai découvert une écurie où c'était pas les plaques n'avaient pas été utilisées pour stabiliser les sols de la carrière, mais pour stabiliser les sols entre l'écurie et puis un râtelier à foin, un râtelier à paille. Et en fait, les chevaux vivaient à leur gré entre l'abri, pour aller boire, ils se déplaçaient sur un sol stabilisé. Après, ils pouvaient se déplacer pour aller manger de la paille, se déplacer pour aller manger du foin. Et à l'époque, dans cette écurie-là, il n'y avait pas encore d'automates pour nourrir les chevaux, mais il y avait des stalles individuelles dans lesquelles rentraient les chevaux pour qu'au moment de recevoir une ration, ils ne chamaillent pas entre eux. D'accord. Et j'avais déjà trouvé l'idée très intéressante et je m'étais dit, c'est l'étape suivante à la nôtre. L'inconvénient qu'il y avait, c'était de stocker et d'installer une quarantaine de stalles et ça prenait une place terrible. Oui, c'est sûr. J'avais laissé ça en stand-by, mais j'avais ça fortement ancré dans un coin de ma tête. Et puis, pas longtemps après, en continuant mes recherches, j'ai découvert le premier automate. Et donc, en zoomant sur la vidéo, j'ai fini par trouver le nom du fabricant et en Allemagne. Et puis, j'ai trouvé son site internet. Et ce jour-là, j'ai dit, c'est tout à fait ce qu'il faut qu'on fasse à la maison parce que ça correspond tout à fait à ce que les chevaux nous ont appris de leurs besoins et à ce qu'on recherchait au niveau de la façon de travailler la plus optimum et avoir une rentabilité encore meilleure. Parce que tu dis on depuis le départ, ta femme t'avait rejoint tout de suite sur le projet, vous avez vraiment monté les écuries ensemble. On a toujours travaillé tous les deux
Et notre objectif, ça a toujours été parce que tu es toujours confronté à l'argent, hein, Ouais. et au remboursement des emprunts. Et à un moment donné, les choux arrivent les uns après les autres. Et puis, à un moment, tu commences à saturer au niveau de la dose de travail parce que les journées, elles font 24 heures. Hein. Et tu commences à te dire, bon, là, ça coince. Mais on ne gagne pas encore notre vie correctement, quoi. Donc, comment je peux faire? Donc, on a vous avez on a toujours cherché à optimiser, optimiser. voilà, notre façon de faire, sachant que si jamais tu prends un salarié, grosso modo, un salarié, il faut que tu aies entre 10 et 15 chevaux en pension pour pouvoir le payer. D'accord? Ouais. Et ces 10 et 15 chevaux, ça veut dire qu'il faut que tu construises 10 à 15 box pour loger ces chevaux-là, pour payer un salarié, sachant que tu gagneras rien de plus. Et le salarié, il fera quasiment rien d'autre que de s'occuper de ces 15 chevaux-là. Donc, en fait, tu fais un cadeau à ton salarié, mais toi, ça t'apporte pas grand-chose, quoi. Et donc, on a dit non, on ne va pas faire ça. On va essayer de continuer à optimiser notre façon de travailler. Et vous êtes restés que tous les deux? Que tous les deux, oui. Ah ouais. On a eu beaucoup de chevaux à tous les deux, oui, et les journées étaient très longues. Hein. Et donc, on a imaginé des façons de travailler pour que ce soit plus simple et plus efficient. On avait un chronomètre. Est-ce que c'est mieux de curer les box tous les jours ou de le faire une fois la semaine, etc. Voilà. Okay. Donc, on a toujours été dans ce raisonnement-là. Et c'est pour ça aussi que dès qu'à la Chambre d'agriculture, ils ont créé le réseau IQIN, le réseau référence, pour arriver à avoir des références sur les façons de fonctionner des différents centres équestres. Tout de suite, on a adhéré à ça parce que ça nous permettait d'avoir des données et voir si notre façon de faire était pertinente par rapport aux autres. Et je trouvais quelque chose d'intéressant. Je trouvais ça intéressant parce que ça n'existait pas dans le monde du cheval, mais dans le monde bovin, ça existe beaucoup. Hein. Ça existait beaucoup depuis très longtemps. Donc nous, on a tout de suite franchi le pas pour aller vers ça. Donc, c'est aussi dans notre souci de trouver des meilleures façons de rentabiliser. Ouais. Et à l'époque, pardon. Oui, vas-y. À l'époque, du coup, l'activité des écuries, c'est un centre équestre classique, c'est une écurie plutôt propriétaire? Alors nous, ça a toujours été. Du coup, on s'est pas orienté vers le centre équestre club. Hein. On n'a jamais eu de chevaux de club à la maison. Hein. D'accord. Donc on a fait de la pension et comme on avait des herbages, donc à l'époque, on a commencé il y a 35 ans, hein, en 85. Et donc à l'époque déjà, moi j'avais bien compris que les chevaux c'était pas trop fait pour vivre dans des box et le fait qu'on ait la possibilité d'avoir des herbages, on a proposé une pension box herbage dès le début, quoi, box paddock, box herbage. Hein. Et donc ça a intéressé des gens et en plus on s'est retrouvés, on a laissé faire les choses, la clientèle venir pour voir vers quel créneau s'orienter et on s'est rendu compte que avoir des chevaux à la retraite, c'était quelque chose qui intéressait les gens. Donc, plus ça allait, plus on a eu des chevaux à la retraite. On prenait des chevaux de passage pour les vacances, les Parisiens qui viennent sur Deauville chercher des box. Donc, on les accueillait à la maison. Ça leur permettait de prendre contact avec nous, de voir la façon dont on s'occupait des chevaux. Et le jour où leur cheval avait un problème, de l'envoyer à la retraite à la maison. Donc, nous, en fait, l'activité pension de passage, ça a toujours été un produit d'appel qui nous a permis de prendre contact avec des clients de région parisienne qui, en retournant dans leur centre équestre, quand la copine avait son cheval à mettre à la retraite, elle lui disait tiens, moi je suis allé là-bas, il s'occupe bien des chevaux, machin. En plus, quand tu vas aller le voir, tu pourras aller te promener sur la plage, aller prendre un plateau de fruits de mer et puis rentrer sur Paris. Donc ce créneau-là, on l'a pris de plus en plus. Hein. On a fait un peu d'élevage aussi, hein, et puis on s'est rendu très vite compte, parce que moi j'avais dans mon âme de paysan, faire de l'élevage, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, faire naître des poulains, etc. et tout, c'était intéressant. Ça m'intéressait, ça me passionnait. Et puis on s'est rendu compte que gagner de l'argent en faisant de l'élevage, c'était compliqué. En plus, on a eu la chance d'avoir une bonne poulinière avec des papiers intéressants qui auraient pu nous permettre d'avoir peut-être une rentabilité avec l'élevage. Et malheureusement, cette poulinière-là, elle est morte au bout de 3 ans. Donc, ça a coupé court à l'affaire.
Donc on a continué à faire des poulinages pour les autres, hein. On a fait jusqu'à une vingtaine de poulinages par an à la maison maintenant. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. Ah. Et puis on a fait des poulinages pour des chevaux, des juments qui étaient stationnés à la maison à l'année, hein. Et puis, chemin faisant, on s'est orienté vers davantage de la retraite quand nous on a arrêté l'élevage pour nous. Voilà. Et puis il y a un moment D'accord. donné où les gens qui élevaient des chevaux de selle se sont calmés un peu. Il y a eu moins de gens qui cherchaient à mettre leurs chevaux en pension pour faire ça. Donc du coup, progressivement, on a glissé vers de la pension retraite. Hein, là, on a un troupeau d'environ une cinquantaine de chevaux, avec une dizaine de chevaux montés version loisir, dont 6 ou 7 font de la compétition en amateur, dressage et saut d'obstacle. Hein. Et puis les autres, c'est des retraités. D'accord. Et donc, tu parlais donc de votre recherche constante, en fait, d'améliorer vos process, d'économiser votre temps, etc. Et puis, au fil de tes recherches, tu tombes sur le concept des écuries actives. Tu disais que c'était en fait en Allemagne que tu avais trouvé le Voilà. concept qui répondait à tes besoins. Voilà, l'écurie active, hein, c'est un concept qui a été mis en place en Allemagne par Thorsten Hinrich il y a une vingtaine d'années. Donc moi, j'ai découvert le concept il y a une douzaine d'années à peu près, hein, mais on ne s'est pas lancé tout de suite dans l'écurie active parce qu'à l'époque, on n'était pas propriétaire de la ferme. Ah, Et ouais. du coup, faire un investissement comme ça, sans avoir la certitude de récupérer l'investissement derrière, on a Ouais, c'est sûr. attendu. Et donc, donc là, ça doit faire 6 ans qu'on est en écurie active. Hein, donc, on a dû commencer les investissements il y a 7 ans, quelque chose comme ça, je crois. D'accord. Et donc, on n'est pas les tout premiers en France. La toute première écurie active, c'est Brigitte Gentil-Benoît, du côté d'Arcachon. Hein, mais on est dans les 400 premiers à avoir fait l'écurie active en France. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'écurie active pour les personnes qui ne connaîtraient pas et toi, ce qui t'a séduit dans ce concept? Alors, l'écurie active, donc le concept de l'écurie active, c'est de répondre aux besoins fondamentaux des chevaux, qui sont d'avoir une vie sociale. Hein. Le cheval est un animal grégaire, il a besoin impérativement d'avoir une vie sociale, un besoin d'avoir accès à de l'alimentation en permanence. Hein. Le cheval est fait pour manger du fourrage 16 heures par jour. Et le besoin de se déplacer. Hein. Le cheval, il a été conçu, son métabolisme est conçu pour être en mouvement. Et donc, le fait de maintenir un cheval enfermé dans un box, on le prive de sa vie sociale, on le prive de déplacement et on lui donne souvent une alimentation qui n'est pas adaptée. Donc, on n'est pas dans la réponse aux besoins fondamentaux des chevaux. D'ailleurs, si tu prends la charte sur le bien-être des équidés et que tu lis la charte sur le bien-être des équidés, tu te rends compte que la vie au box 23 heures sur 24 pour un cheval, ça correspond pas du tout à la demande de la charte. Hein. Et donc, ce système-là était vraiment en adéquation avec le bien-être des équidés. Et en plus de ça, il offre l'avantage de simplifier le travail et de permettre un gain de temps considérable. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas s'orienter vers ce type de fonctionnement-là. Hein. Ce serait une hérésie de ne pas le faire. Et donc, nous, on a franchi le pas, on l'a fait. Alors, c'est pas simple, hein, ça demande du courage parce que tu t'orientes dans une direction qui n'est pas celle que tout le monde prend. Ouais. Tu sors du schéma habituel. En plus de ça, nous, ça a été une démarche de pionnier quand même, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de revendeur en France. Fallait aller en Allemagne, donc nous on ne parle pas allemand. Oui, c'est ce que tu avais dit. On parle anglais niveau terminal qui n'a pas parlé depuis 30 ans, donc c'est compliqué. Mais malgré tout, on croyait tellement au projet que voilà. En plus, les Allemands voulaient pas trop travailler avec la France parce que ils n'avaient pas de revendeurs en France, il n'y avait pas de service après-vente à offrir à la clientèle, etc. Donc ils cherchaient pas plus que ça à développer leur marché sur la France. Donc tu avais beau envoyer des mails, ils te répondaient pas. Et puis nous, on les a harcelés et de guerre lasse, ils ont fini par nous répondre. Et de ce jour, on a créé des liens avec eux et on a travaillé avec eux. On est allé en Allemagne visiter des écuries, hein, etc. Et voilà, et on s'est lancé. Alors, comment se présente une écurie active et comment toi, tu as fait pour aménager
enfin vous, comment vous avez fait pour transposer ce concept sur votre écurie qui existait déjà? Quels travaux, enfin comment ça se passe en fait? Alors, l'écurie active, c'est un site où les surfaces sont stabilisées. L'idée, c'est qu'à partir du moment où tu vas offrir un espace un peu réduit à un cheptel important, l'hiver, tu vas avoir de la boue partout. Donc, l'idée, c'est de stabiliser cette surface-là et puis de disposer les différents centres d'intérêt éloignés les uns des autres pour que le cheval ait à se déplacer pour aller manger du foin, pour aller manger de la paille, pour aller manger du grain, pour aller boire et pour aller se mettre à l'abri. D'accord ? Donc tu crées un site où tout ça est disposé. Alors nous, on avait des impératifs à la maison. Le premier impératif, c'est qu'il n'y a pas l'eau de la ville sur le site, donc il a fallu qu'on réutilise des sources qui étaient présentes, des mares qui étaient présentes sur le site, pas loin du site. L'autre impératif qu'on avait, nous, c'est que on avait le grand bâtiment dont je t'ai parlé tout à l'heure qui servait d'abri pour les chevaux, où on avait aménagé des box, on voulait le réutiliser, parce que l'intérêt d'avoir fait des box avec des rubans électriques, c'était aussi, et on l'a fait sciemment, c'était à tout moment de pouvoir démonter tout très facilement et utiliser le bâtiment d'une autre façon. Ouais. Donc déjà, c'était, tu vois, on était dans une démarche où on n'était pas figé dans ce qui était fait. Ouais. Et puis l'autre impératif le plus contraignant, c'était la topographie, parce que c'est vallonné à la maison. Et donc il a fallu tenir compte du relief pour organiser les différentes surfaces pour que les choses se déplacent et qu'il n'y ait pas des mètres cubes et des mètres cubes de terre à déplacer. Donc voilà, nous, ça a été les impératifs qu'on a eus, et donc le site s'est organisé en fonction de ces trois impératifs majeurs. D'accord. Est-ce que vous avez tout de suite tout mis en place dans le concept de l'écurie active, ou est-ce qu'il y a des choses que est-ce que vous avez étalé dans le temps en fait les aménagements? Alors, on a aménagé le site progressivement. Il y a une grosse partie qui a été faite en premier, malgré tout. Alors, nous, on a deux zones dans l'écurie active. Une zone qui permet aux chevaux rationnés de vivre sans aller dans une zone où certains chevaux ont le droit d'aller grâce à une porte de sélection automatique. Cette zone-là, elle offre du foin à volonté, du fourrage à volonté. Et donc tout ce qui est poney et chevaux tendance fourbure, ils n'ont pas besoin d'aller dans cette zone-là et ils n'ont pas le droit d'y aller, d'accord ? On a ces deux zones-là qui sont disponibles sur le site et on a aménagé le site en fonction de ça. Puisque ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans l'écurie active, les chevaux en fait possèdent une puce individuelle. Alors oui, effectivement, on n'a pas évoqué ça. Tout repose là-dessus. Tout repose là-dessus en fait, parce que tu pourrais créer ce qu'on appelle une écurie ouverte, ce qu'on appelle une écurie ouverte, qui existe beaucoup en Allemagne aussi. C'est-à-dire que l'écurie ouverte, c'est tu ouvres les portes des box, les chevaux ils sortent tout seuls pour aller dans un espace stabilisé, manger leur paille, etc. L'incontrainte que tu as, c'est que quand tu veux apporter à manger aux animaux, c'est le plus fort de la hiérarchie qui va manger la part du plus faible, et donc pour éviter ce genre de problématique et pouvoir personnaliser et individualiser le rationnement de chaque cheval, on utilise de la robotique et de l'informatique, des automates, et donc les chevaux sont équipés d'un transpondeur qui est identifié quand ils rentrent dans l'automate et qui leur distribue la ration dont ils ont besoin. Et ça tout au long de la journée et de la nuit, bien sûr. Et que ce soit pour les granulés ou le foin. Voilà, pour les granulés, le foin et la porte de sélection qui donne accès à des zones différentes en fonction des besoins de chaque cheval. Donc nous, l'écurie active, elle se compose comme ça. Alors, il y a des normes à respecter pour que les chevaux soient bien. Les éthologues, ils ont étudié la vie des troupeaux et ils se sont rendus compte que si tu réduis l'espace vital d'un troupeau jusqu'à partir de 300 mètres carrés par cheval, en dessous de 300 mètres carrés par cheval, la vie du troupeau est modifiée
mais sans que ça porte de préjudice. Quand tu es entre 300 et 100 mètres carrés par cheval, ça va. Et quand tu descends en dessous de 100 mètres carrés par cheval, là, il y a des tensions qui se créent entre les chevaux parce qu'ils ne peuvent pas mettre les distances d'évitement nécessaires entre eux. Donc, on a coutume de dire qu'une écurie active, il ne faut pas descendre en dessous de 100 mètres carrés par cheval. D'accord. À la maison, nous, on doit être à 250 ou 230 mètres carrés par cheval à peu près. Tu parles juste de la zone stabilisée ? La zone stabilisée, l'écurie active proprement dite. Nous, à la maison, comme on a des herbages, à la belle saison, l'écurie active donne accès aux beaux herbages. Ouais. D'accord ? Et grâce à la porte de sélection, ceux qui ont des forts besoins peuvent aller manger de l'herbe en quantité, alors que les poneys, etc., qui auraient tendance à faire de la fourbure, restent dans des zones où il y a peu à manger. D'accord ? Leurs copains à fort besoin peuvent venir manger avec eux, ça m'arrange, parce qu'ils privent d'autant les poneys d'avoir trop à manger, mais l'inverse n'est pas vrai. Ouais. Donc, 4 mois par an, nous, à la maison, actuellement, par exemple, les chevaux, depuis quasiment 1 mois, ils sont enfermés dans l'écurie active, proprement dite, et ils ne retourneront au champ qu'à partir de la mi-mars. Après, c'est la météo qui dicte les choses. Oui, c'est ça. Et l'avantage aussi de ça, c'est que on économise les herbages qui sont pas abîmés pendant l'hiver, et ces herbages-là, moi, j'ai récupéré 6 hectares d'herbe dès le printemps. Ah ouais. Et avant, dans notre autre façon de fonctionner, ces herbages-là, ils étaient labourés par les chevaux pendant l'hiver, parce qu'ils ils défonçaient les herbages. Nous, on est dans une région où la portance des sols ne permet pas de laisser des chevaux dans des herbages si on met des chevaux en quantité importante. C'est sûr que si tu mets un cheval sur 10 hectares, ça va pas poser de problème. Oui. Mais voilà. Là, on parle de troupeau quand même. Donc, voilà, on parle d'un troupeau et il y a quasiment 50 chevaux. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, ça, ce qui veut dire aussi que l'écurie active, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, mais il faut beaucoup de surface pour une écurie active. » Non, j'allais y venir. Non, il ne faut pas beaucoup de surface pour une écurie active. C'est une erreur de croire ça. Et au contraire, par exemple, un centre équestre, si tu prends un centre équestre urbain ou périurbain, globalement, ces centres équestres-là, ils sont construits sur 1 hectare, 2 hectares, entre les espaces pour les carrières, les parkings, etc., le manège. Donc, 1 hectare, tu mets 100 chevaux dessus, c'est 100 mètres carrés par cheval. Donc, si jamais tu aménages le site correctement et que tu as le courage de casser les cloisons entre tes box, etc., et de faire circuler tes chevaux dans les espaces aménagés autour des carrières en les stabilisant, etc. Enfin, il faut mettre de la matière grise. Mais si tu mets de la matière grise et que tu as le courage de sortir des sentiers battus, tu peux créer une écurie active dans un centre équestre périurbain sans accès aux herbages. La différence avec nous, c'est que les chevaux, ils n'auront pas accès à l'herbe, et ils auront un coût de fonctionnement qui va être différent d'une autre, parce que nous, comme on a accès à l'herbe, on a un coût alimentaire qui est moindre que si on était en hors-sol, parce qu'on n'a pas les aliments à acheter, etc. En plus, on fait du foin, on est quasiment autonome en foin. Mais tu pourrais très bien faire une écurie active complètement hors sol. Et en Allemagne, il y a plein d'écuries actives qui sont complètement hors sol. Voilà. Oui, d'accord. Après, c'est une question de volonté, et puis d'arriver à imaginer les choses autrement, quoi. Voilà, il faut mettre de la matière grise, il faut avoir le courage de casser une partie de l'existant, de faire différemment, de prendre le risque de mettre les chevaux entre eux, parce que c'est quelque chose qui effraie beaucoup tout le monde. Complètement, oui. Mais c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, un des meilleurs exemples, vous pouvez trouver cette petite vidéo-là sur le site de l'IFCE, les conférences de l'IFCE, au lycée agricole de Laval, ils étaient venus visiter l'écurie active à la maison. Au tout début, on s'est installé avec l'idée d'en faire une dans le lycée. Et malheureusement, ils n'ont pas eu les budgets pour faire une écurie active. Mais ils étaient tellement convaincus par le fait de mettre les chevaux en troupeau et de leur permettre de vivre comme ça, qu'ils ont fait une écurie ouverte. En fait, le soir, ils ouvrent l'accès à la cour et à un herbage dans lequel il y a des râteliers à foin, et les chevaux vont et viennent comme ça pendant la nuit et la journée, à partir du moment où ils n'ont plus besoin des chevaux pour le centre équestre. Les chevaux, et le week-end, etc., les chevaux ont leur mode de vie naturel, à savoir une vie sociale
le déplacement et l'accès à la nourriture et au fourrage 16 heures par jour. Ouais. Donc voilà, il y a moyen de faire les choses. Et puis après, si jamais t'es un peu serré au niveau du budget, tu te contentes de faire une écurie ouverte avec des contraintes qui vont être supplémentaires par rapport à nous. C'est que tu vas être obligé d'être là pour ouvrir des portes, d'être là pour donner à manger, alors que nous, ça, on n'a plus à le faire. C'est la robotique qui le fait. Ouais. Voilà. Oui, après, il y a on va dire qu'entre le modèle final ou total de l'écurie active et un centre équestre classique, il y a quand même plein d'options pour trouver des compromis en fonction de la situation de chacun et des ressources de chacun, etc. Voilà, tout à fait. Pour moi, le point de départ, c'est on arrête de mettre les chevaux tout seuls dans des box pendant 23 heures. D'accord. Et puis après, on aménage le site pour que les chevaux puissent sortir, avoir leur vie sociale, se déplacer et avoir accès à de l'alimentation 16 heures par jour. Et ça, c'est pas très compliqué à faire, en fait. Alors, et des fois, les centres équestres, les zones, elles sont déjà stabilisées. Moi, je suis allé voir des gens qui avaient des centres équestres pour leur donner des conseils, éventuellement pour agencer le site. Des fois, il y a déjà 50% des zones qui sont stabilisées. Il suffit de les utiliser à autre chose, c'est tout. Donc, c'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, à Laval, il y a une partie des zones qui étaient déjà stabilisées. Là, ils vont stabiliser d'autres autour des râteliers qu'ils ont installés dans les champs. Mais c'est pareil, ils l'ont fait progressivement. La première année, il y avait un peu de gadou. Ils vont faire en sorte qu'il y en ait moins les années suivantes parce qu'ils vont avoir récupéré un peu de sous. Mais les avantages par ailleurs sont tellement importants par rapport aux inconvénients qu'il ne faut pas hésiter. Oui, il faut se dire qu'on peut déjà partir de l'existant et ensuite construire petit à petit en fait. Voilà. Après, ce qu'il faut, c'est imaginer ce que ça va être à la fin, au final, pour ne pas avoir à casser ce qu'on a déjà fait. Mais c'est beaucoup de matière grise à mettre, beaucoup de réflexion. Il faut savoir à quel type de chevaux ça c'est destiné, et puis en fonction de ça, créer le site qui va aller progressivement vers ce qu'on veut. Et sachant que pour moi, aujourd'hui, l'écurie active, c'est le mode d'hébergement le plus abouti pour répondre à la problématique d'héberger, d'avoir un troupeau de chevaux à gérer qui, on le sait, n'ont jamais les mêmes besoins. Il y a toujours des individus qui ont des besoins différents des autres. Même si tu prends la même race de chevaux avec la même morphologie, on sait tous que il y en a un, tu lui passes la gamelle de grain sous le nez, il va prendre 10 kilos, et l'autre, si tu lui mets pas 2 gamelles de grain, il va pas grossir. Donc, si tu veux pas être astreint à être tout le temps là pour individualiser et multiplier le rationnement des chevaux, etc., tu es obligé, la solution, elle est dans l'informatique et la robotique. Alors, oui. C'est d'ailleurs un des avantages, j'allais dire, par rapport à une pension pré, parce que souvent on dit, bah oui, mais il y a des pensions pré, c'est déjà très bien. En soi, c'est déjà très bien, mais c'est vrai que l'écurie active présente encore d'autres avantages, justement sur ce que tu dis, notamment la distribution de nourriture, etc. Et aussi sur le plan humain, moins de manutention et préservation des herbages. Donc il y a quand même des avantages de l'écurie active par rapport à une pension pré classique. Alors oui, mais alors effectivement, après c'est toujours pareil, il faut faire la distinction entre la personne qui a 2 chevaux, d'accord, et qui vit, dont c'est pas le métier, d'accord, et auquel cas les 2 chevaux dans un champ de 4 hectares avec un abri et un rouleau de foin, tout va bien, faut pas s'affoler. Mais encore une fois, peut-être que ces 2 chevaux-là, il y en a un qui va devenir obèse avec un rouleau de foin et l'autre il va rester maigre. Donc voilà, il va peut-être y avoir malgré tout un problème avec ces 2 chevaux-là.
Après, si tu parles du monde professionnel, il faut vivre de ce métier-là, et avec 2 chevaux, tu vis pas de ce métier-là. Donc tu vas être obligé d'avoir minimum une vingtaine de chevaux, et avoir une vingtaine de chevaux, et ben ça complique les choses. Et si tu veux faire les choses correctement, être au plus juste dans la réponse aux besoins des chevaux, sans être esclave de tout ça, hein, le produit le plus abouti, à mon sens, c'est l'écurie active. Ok. Alors toi, du coup, ça a pris combien de temps d'arriver à ce que tu voulais sur la structure pour faire tous les travaux, les changements, etc. C'est jamais fini parce que tu rêves toujours de faire mieux, Ouais. mais malgré tout, non, on a déjà quelque chose qui est assez abouti. La surface au début était moins grande. Là, l'écurie active, elle fait 11 600 mètres carrés, il y a 7 000 mètres carrés stabilisés. Avant, elle était un peu plus, il y avait 2 500 mètres carrés en moins, d'accord. On a rajouté là, il y a 2-3 ans. Hein. En fait, on a agrandi la zone de foin à volonté parce que je sentais que, bon, on a eu plus de chevaux aussi à mettre dans l'écurie active, donc ça devenait un peu étroit. Ouais. Et puis la zone de foin à volonté était pas assez confortable pour les chevaux. Donc, on a agrandi cette zone de foin à volonté. On a rajouté 2500 mètres carrés à cette zone-là de foin à volonté, avec des abris différents. On a rajouté des abris, pas des abris, mais des râteliers avec un déport de toit suffisamment important. Il y a 2 mètres de déport de toit, ce qui fait que les chevaux sont à l'abri quand ils mangent. On sait qu'un cheval mange 16 heures par jour, autant que ce soit à l'abri pour le faire. D'ailleurs, c'est une des recommandations du label bien-être des chevaux en Allemagne, hein, c'est que les chevaux soient à l'abri pour manger quand ils ont 16 heures à manger par jour. Okay. Donc on a agrandi ça, et puis dans un premier temps, on n'avait que 2 distributeurs individuels de fourrage double, et on en a rajouté un l'année d'après. Mais on avait tout prévu pour l'installer sans avoir à faire autre chose. On a rajouté des râteliers pour la paille. Voilà, on améliore les choses, hein, parce que enfin, c'est peut-être aussi ma nature, mais je pense que beaucoup de gens qui vont vers cette orientation d'écurie, c'est des gens qui aiment les chevaux, qui sont soucieux de leur bien-être, etc. Et à force de les observer, tu passes beaucoup plus de temps à les observer parce que tu cherches à comprendre pourquoi ils font le choix d'aller manger à cette heure-là, d'aller boire à cette heure-là, d'aller se mettre à l'abri à cet endroit-là, à ce moment-là, etc. De rester sous la pluie alors qu'ils ont des abris. Tu te dis pourquoi ? C'est son choix. Voilà. Et tout ça, ça te fait réfléchir aussi sur ce que c'est qu'un cheval et quels sont ses vrais besoins. Et c'est pareil, tu as des gens qui disent ah oui, mais voilà, par exemple on évoquait l'histoire des chevaux à l'herbage. Et ben là, moi je me rends compte que à partir du mois de octobre, fin octobre, début novembre, les chevaux, malgré le fait qu'ils aient accès aux herbages, ils passent 80% de leur temps dans l'écurie active. Ah ouais. Et donc peut-être que un cheval dans un herbage, si jamais tu lui fais une petite allée et puis que tu l'envoies dans un box manger du foin, et ben peut-être que il sera bien content de pouvoir faire ça. C'est aussi un peu les gens qui disent ah oui, mais moi mon cheval il supporte pas d'être dehors, il veut rentrer dans son box. Oui, mais souvent dans le paddock, il n'y a plus grand-chose à manger. Le cheval, il est tout seul. Et puis, il suffirait peut-être d'ouvrir la porte du champ et d'ouvrir la porte du box. Et le cheval, il irait peut-être manger de la paille pendant un quart d'heure et il retournerait tout seul dans son champ. Et l'écurie active, c'est ce que ça permet, en fait. C'est que le cheval, il fait le choix d'aller où il veut quand il a envie. Et on essaye de lui préserver ce choix-là. Et on essaye aussi, enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de leur procurer le plus de diversité alimentaire possible. On sait que le cheval, c'est un herbivore, mais pas que. Il mange des feuilles de ronces, des feuilles de frêne, il aime bien grignoter de l'écorce de bois en décomposition, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on essaye de proposer aux chevaux dans une écurie active. En Allemagne, il y en a qui ont des bacs avec des plantes médicinales, entre guillemets, pour que les chevaux puissent manger ces plantes-là, pour qu'il y ait moins les vermifugés, etc. Donc, ah oui.
on est dans cette recherche-là. Moi, dans les aménagements que je vais faire, je vais continuer à rajouter des haies fourragères autour du site pour que les chevaux puissent avoir une diversité alimentaire supérieure. Je vais installer des brumisateurs pour que l'été, ils puissent avoir davantage de fraîcheur, Très génial. etc. Voilà. Ok. Alors, quand vous avez annoncé que vous alliez faire une écurie active, quel a été l'impact sur votre clientèle de propriétaires du coup? Alors, nous, la clientèle qu'on avait à la maison, elle était déjà en recherche du bien-être des chevaux, en sachant de les mettre à l'herbage le plus possible. Ouais. Donc, quand on s'est orienté vers ce mode d'hébergement-là, ça n'était que du bonus pour les chevaux vivaient déjà en troupeau, hein, et donc pour les gens, ça n'était que du bonus, quoi. Ils ont bien compris l'intérêt, c'est que c'était l'étape suivante, quoi, hein. Et donc tout le monde a adhéré au projet sans problème, hein. Voilà, il n'y a pas eu de souci. Et là maintenant, alors nous on est complet, hein, mais comme je communique beaucoup comme l'écurie active m'a libéré beaucoup de temps et que ça me passionne et que je cherche à faire connaître le système, on me voit beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Enfin beaucoup, attention, toute proportion gardée. Ah, quand même, hein. Mais je veux dire, quand les gens cherchent un hébergement en écurie active, souvent on est contacté quand la proximité le permet. L'année dernière, par exemple, on a refusé 20-25 chevaux. Hein. Ah ouais, quand même. Et donc là, au quotidien, c'est quoi un peu le fonctionnement? Donc là, les chevaux en ce moment sont dans l'écurie active. Voilà. Vous, maintenant, vous y passez combien de temps en termes de manutention, d'entretien, etc. Et puis pour les propriétaires derrière, comment ça se passe en termes de fonctionnement un peu? Alors, donc il y a deux périodes hein, dans l'organisation du travail dans l'écurie active. Là, il y a la période hivernale, hein, les 4 mois d'hiver où les chevaux sont confinés dans l'écurie active. C'est là où la charge de travail est la plus importante. Et puis la période, à partir du moment où les chevaux ont accès aux herbages, là, cette charge de travail diminue considérablement. Donc pour ce qui est de la période hivernale, pour une cinquantaine de chevaux à peu près, le travail il se répartit comme ça, c'est que il y a à ramasser les crottins à la main sur des zones stabilisées, confortables avec du sable, etc. Où là on ne pourrait pas mécaniser le travail parce qu'on va exporter le sable. Donc ce travail-là, ça prend une demi-heure, 3/4 d'heure tous les matins. Après ça, c'est le tracteur avec la balayeuse pour ramasser les crottins qui se trouvent sur les sites stabilisés. Ça prend 1 heure et demie. Et puis, il y a réapprovisionner les râteliers en foin et en grain et mettre un peu de paille sous l'abri. Et ça prend 3/4 d'heure, 1 heure par jour. Donc, en tout et pour tout, avec 3 heures de boulot tous les jours, le matin, on a fait le boulot. Tu as fait ta journée. En période chargée. Période chargée, oui. Donc, et puis l'été, il y a beaucoup moins de crottins à l'intérieur du site. Il n'y a quasiment pas de nettoyage à faire. On fait du nettoyage 1 fois par mois, en gros. Ça prend 3/4 d'heure, 1 heure avec le tracteur et la balayeuse, quoi. Après, il y a de la surveillance, hein. Bien sûr, on n'abandonne pas les chevaux. C'est ce que j'entends dire aussi beaucoup. Ouais. Non, on fait pas ça pour ne plus être avec les chevaux. On fait ça parce qu'on aime les chevaux et on aime être avec eux. Et d'ailleurs, c'est un sentiment qui est gratifiant parce que on a vraiment le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien pour les chevaux quand t'es là au milieu d'eux à ramasser les crottins, etc., que t'as les chevaux qui viennent poser la tête sur ton épaule et tout pendant que tu fais le boulot, c'est plutôt sympathique et quand tu les vois vivre comme ça au calme, qui sont avec leurs copains, qui se déplacent doucement pour aller d'un endroit à un autre, grappiller un peu de paille, boire un peu d'eau, etc., manger un peu de grain, t'as vraiment le sentiment d'avoir fait ton boulot et t'as une vision globale de tous les chevaux et bien plus que s'ils étaient dans des box où tu vois à peine la
tête passer par-dessus la porte du box, quoi. Non, il n'y a pas photo. La relation avec le cheval, elle est bien meilleure. Et ça, c'est incomparable avec n'importe quoi d'autre, surtout quand on aime les chevaux, quoi. Ouais, parce que tu disais que finalement, le temps que ça te libère, tu le passes à les observer, à essayer de Voilà. comprendre justement pourquoi ils font telle ou telle chose à tel ou tel moment, et puis à les connaître individuellement, mais aussi dans leur fonctionnement de groupe, ce que tu pourrais pas observer Voilà, et quand ils sont en boxe. c'est important de le faire parce que dans le réglage des automates et tout ça, tu dois tenir compte de toutes ces affinités parce que il faudrait pas séparer, hein, dans le troupeau. Il y a des sous-groupes comme à l'état sauvage entre guillemets, hein. Il y a des sous-groupes avec le sous-groupe le plus important à la maison, il fait 7 chevaux, hein. Et ces sous-groupes-là, ils vivent en se côtoyant les uns les autres. Donc, savoir qui est copain avec qui, etc., c'est important parce que ça te permet de faire attention à pas les séparer, ce qui créerait du stress. Donc, des fois, tu es obligé de faire des compromis. On est toujours obligé de faire des compromis de toute façon. Et il y en a certains qui sont un peu gros, que tu es obligé de laisser aller avec les copains, alors que globalement, tu voudrais peut-être qu'ils mangent un petit peu moins. Ouais. Mais ce serait plus traumatisant pour lui de le garder dans une zone où il va avoir moins à manger et où il serait privé de ses copains, quoi. Donc le bien-être dans une écurie active, il va aussi dépendre beaucoup de la personne qui gère l'écurie active et de son sens de l'observation pour gérer tous ces paramètres-là et régler les automates au mieux pour que tout le monde ait accès à ce dont il a besoin au moment où il en a besoin, et voilà, sans excès. Tu peux individualiser, mais il reste une dimension quand même sociale qui influe sur ce que tu peux plus ou moins faire, quoi. Pas le séparer de ses amis, donc voilà, chercher des compromis, comme tu disais. Voilà, tu as des compromis. Moi, j'ai 2 chevaux, deux juments dont je suis pas satisfait parce qu'elles sont trop grosses. Alors il y en a une, elle est à la retraite, c'est pas très grave, mais il y en a une qui travaille, c'est un peu plus embêtant. Mais si je dois les priver des copains, je vais créer certainement plus de problèmes. Donc voilà, j'ai cédé. Et tu disais que ça a changé votre relation avec vos chevaux. Est-ce que tu as vu d'autres changements plus généralement dans leur comportement, même entre eux, au global en fait? Est-ce qu'il y a eu une influence? Les chevaux, c'est colossal. Enfin, je veux dire, le ressenti de la modification de comportement chez les chevaux, c'est quelque chose de phénoménal. C'est que tu ressens énormément que les chevaux, une fois qu'ils intègrent ce mode de vie-là, ils n'ont qu'une envie, c'est d'y rester, hein. Et ça, tu le ressens. Alors c'est du ressenti, hein, mais tu le ressens vraiment très fort. Alors ça fait mal au cœur quelque part parce que tu te rends compte des traumatismes que les chevaux ont pu vivre avant dans leur vie antérieure en boxe, hein. Moi, j'ai une jument là qui est arrivée au début de l'été, là, qu'on peut qualifier de pisseuse, le genre de jument qui est tout le temps à coucher les oreilles, je connais. À vouloir mordre, à vouloir attaquer les autres, etc. Cette jument-là, au bout de 2 mois dans l'écurie active, c'est devenu un amour de jument. Et en fait, elle était juste en manque de vie sociale liée à l'activité sexuelle, et le fait qu'elle retrouve cet accès-là, et ça y est, c'est terminé. Maintenant, tout va bien, et elle est gentille comme tout. Bon, on a eu des chevaux. Moi, j'ai eu un cheval qui était à la maison en boxe avant de passer en écurie active, et ce cheval-là, il m'a coincé dans le box plus d'un coup. Tu lui demandais de se pousser, au lieu de se pousser, il t'écrasait le long du mur. Voilà. Et ce cheval-là, en fait, il avait une personnalité qui faisait que il était malheureux en boxe. Il supportait pas ce que les hommes pouvaient lui demander et tout. Et il était en manque de vie sociale, de pouvoir aller voir les autres chevaux, jouer avec, les titiller, etc. Et le jour où il est passé dans l'écurie active, alors c'est ce que les
les éthologues appellent l'effet rebond. Hein. Une fois qu'il a été mis dans le troupeau, il arrêtait pas d'aller titiller les autres chevaux, il pouvait pas s'empêcher de passer à côté d'un cheval sans vouloir lui mettre un petit coup de dent, voire tester sa réaction, etc. Le titiller pour voir s'il arrivait à le faire bouger ou pas. Et puis maintenant, c'est terminé. Alors c'est un de ceux qui a gardé le plus l'envie d'aller embêter les autres, mais maintenant ça pose aucun problème. Et quand bien même avant, ça posait pas de problème. C'était sa vie, c'était voilà. Ouais. Alors c'est pareil, on évoque le bien-être et puis le fait que les chevaux, ils aient des coups de dents et qu'il manque 3 poils par-ci, 3 poils par-là. Alors c'est sûr que c'est un indicateur parce qu'un cheval qui serait couvert de morsures, ça veut dire que c'est un cheval qui vit mal sa vie dans le troupeau, qui arrive pas assez à avoir son espace à lui. Et donc, effectivement, c'est dommageable. Mais le fait qu'il manque 3 poils sur un cheval, en plus, c'est une marque qui reste longtemps avant que le poil repousse. Ouais. Le drame aussi, sans que ce soit un drame, il a eu lieu bien avant. Mais c'est pareil. Enfin, je veux dire, tu vas pas aller voir la maîtresse à la rentrée scolaire et puis lui dire bon bah vous êtes gentil, mais ma fille, je veux pas qu'elle aille en récréation parce que elle risque de tomber, elle va se couronner les genoux, les autres risquent de lui tirer les cheveux, etc. Alors si vous pouvez la laisser dans la salle de classe pendant que les copains vont à la récréation, ça m'arrange quoi. Je sais pas, qu'est-ce que tu dis d'une personne comme ça? Tu lui dis attendez madame, c'est pas raisonnable, votre fille vous allez pas la priver. Vivre avec les autres sous prétexte qu'elle peut tomber dans la cour de récréation et se couronner les genoux quoi. Voilà, faut gérer le risque, faut pas anéantir. Moi, ce qui m'a guidé toute ma carrière professionnelle, c'est le fait que dans le code rural, tu es censé t'occuper des animaux en bon père de famille. Et ça, c'est pas anodin. Si tu réfléchis bien au sens de la phrase et que tu l'appliques à tout ce qui se passe avec les chevaux, les animaux, et ben voilà, un bon père de famille qui enferme son gamin dans une pièce rikiki et qui lui permet pas de voir le jour et qui lui jette à manger par-dessus la porte comme ça et qui le sort une fois de temps en temps pour aller se promener pendant 1 heure ou pour aller faire du sport. Qu'est-ce que tu dis de ce père de famille là? C'est un bon père de famille ou c'est pas un bon père de famille? Il a les services sociaux aux fesses, hein, ce gars-là. Voilà. Donc, si tu es dans cette recherche-là, bah voilà, tu cherches à bien faire. Faut pas accepter, ouais. Et il faut accepter des risques, etc. Qu'est-ce qui est plus important? C'est qu'il manque 3 poils sur le dos du cheval et qu'il ait une vie sociale ou qu'il ait des ulcères plein l'estomac parce qu'il supporte pas d'être enfermé dans un box à avoir le ventre vide. Voilà. Et puis, comme tu disais, à partir du moment où la surface minimum, on va dire vitale par cheval est respectée, on a quand même un risque qui est moindre. Et après, ce qui était quand même assez marquant, c'est sur l'aspect santé au global. Tu m'avais dit quand j'ai visité que les frais vétos, en fait, on a n'existe plus. Dire que c'est 70% de frais vétérinaires en moins. C'est ça. Donc 3 poils qui manquent, c'est rien comparé à un cheval. Ça veut bien dire que quelque part, tu es dans la réponse au métabolisme du cheval. Hein. Ouais. Moi, j'ai des chevaux qui arrivent à la retraite, les gens me les envoient avec, j'ai 2 cantines de produits vétérinaires pour le cheval. Même moi, pour 50 chevaux, j'ai pas tout ce matériel-là, quoi. Hein. Une fois qu'ils retrouvent une vie de cheval, tout ça, ça diminue. Ouais. Puis c'est terminé après. Alors, bien sûr, il y en a certains qui ont des petits problèmes, etc. Il faut s'en occuper, mais bien sûr. Mais voilà, à partir du moment où tu es dans la réponse le plus possible aux besoins fondamentaux des chevaux, les problématiques, elles disparaissent quasiment complètement. Voilà. Après, par rapport à la vie sociale, effectivement, et au risque de blessures liées à la vie sociale, c'est un apprentissage, la vie sociale. Et le drame, le problème qu'on rencontre maintenant, c'est que il y a beaucoup de chevaux qui ont été élevés seuls
et qui n'ont pas eu l'apprentissage de la vie sociale. Hein. On dit qu'un cheval, il mûrit socialement, etc., dans ses apprentissages jusqu'à l'âge de 6-7 ans, à condition qu'il vive en troupeau. Et donc, c'est sûr que quand tu récupères un poulain qui a été élevé tout seul dans le jardin, dans la maison, et que tu le mets dans un troupeau, les codes, le langage, il parle pas la langue. Alors donc, au début, il y a un apprentissage qui va peut-être être difficile, mais et qui peut impressionner et l'humain. Mais il faut alors peut-être qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop. J'en conviens. Mais ça reste marginal, c'est des problèmes qui sont marginaux. Et donc, dans l'absolu, il faut essayer de faire en sorte que cet apprentissage, il l'acquiert, avoir la patience qu'il l'acquiert. Il faut que le site soit conçu pour minimiser tous ces risques-là, et bien sûr, mais à partir du moment où tu fais les choses correctement, tu minimises complètement tous ces risques-là. Ouais, c'est ça. Du coup, est-ce qu'il y a quand même des limites aux écuries actives, ou en tout cas des choses auxquelles il faut quand même faire attention? Enfin, est-ce que tout le monde peut vivre en écurie active? Est-ce qu'il y a des limites en fait à ce concept quelque part? La grosse limite de l'écurie active, c'est quand tu as un effectif de chevaux qui n'est pas suffisamment stable. Donc des écuries, par exemple des écuries de commerce où il y a un turnover de chevaux qui est important, ça peut pas fonctionner, parce qu'il faut pas que tu ramènes des chevaux tous les 15 jours et puis que tu en enlèves au bout d'un mois et que tu en remettes, etc. Il faut que la hiérarchie s'organise et qu'elle soit pas perturbée en permanence. Donc ça nécessite un effectif stable. Donc typiquement le centre équestre avec la cavalerie club, ça, y a pas à hésiter. Hein. C'est typiquement la cavalerie qui convient. Après, et l'autre limite, c'est les entiers, où tu peux pas, à moins d'avoir un élevage avec tes poulinières et puis tu fais de la monte en liberté, etc. Auquel cas tu peux mettre ton entier dans ton troupeau, dans ton écurie active, ça pose pas de problème. Hein. Mais voilà, l'autre limite, c'est ça. Voilà. À part ça, il n'y a pas de limite. Après ça, la limite, c'est la conception de l'écurie active. C'est-à-dire que tu vas pas faire la même écurie active pour des chevaux à la retraite que pour des chevaux de concours de haut niveau. Tu vas pas faire la même écurie active pour des chevaux à l'entraînement que pour un centre équestre. Ces chevaux-là n'ont pas les mêmes besoins. Il va falloir que tu organises les choses différemment. Donc, tu dois créer une écurie active qui correspond à l'utilisation que tu vas en faire et puis qui corresponde à ta personnalité. Parce que si toi, tu fais une écurie active, même pour les mêmes chevaux que moi, tu la feras peut-être différemment parce qu'elle te correspondra pas à mon écurie active. Elle correspondra pas à ta vision des choses, à tes habitudes, etc. Donc ça, c'est des limites, et donc il faut que chacun fasse son écurie active en fonction de ses besoins, des besoins de ses chevaux et de sa clientèle aussi, parce que tu vas avoir une clientèle qui va vouloir pouvoir prendre son cheval sans... Typiquement, quand tu es en zone urbaine, périurbaine, que tu as affaire à des gens qui sont pressés, etc., il faut que le cheval il l'ait sous la main tout de suite, etc. Donc, tu vas peut-être créer des zones où les chevaux vont rester, où ça va être plus facile pour eux pour les retrouver. Et puis, à partir d'une certaine heure, tu ouvres ces zones-là. Et les gens les chevaux ont accès à davantage de liberté pour pas que les propriétaires aient trop à courir pour attraper leur cheval. Pareil, quand tu as une écurie de concours, tu sais que les gens ils doivent partir à 5 heures du matin, il va falloir que le cheval il soit natté la veille au soir, etc. Tu vas créer une zone avec des box pour que mettre le cheval pendant la nuit dans ce box-là, tout en lui offrant la possibilité d'être en contact avec les chevaux de l'écurie active pour pas qu'ils stressent. Et puis le matin, le propriétaire, il arrive à 5 heures du mat, il prend son cheval dans le box et il part en concours avec. Voilà, tout ça, c'est qu'une affaire de matière grise à mettre, d'aménagement à concevoir au mieux pour répondre aux besoins des chevaux, des propriétaires et à tes habitudes à toi. Mais finalement, c'est ce que tu ferais aussi avec une écurie classique. Quand tu imagines une écurie,
tu l'imagines aussi en fonction de l'activité que tu veux y faire, Oui. toi, tes préférences et tout. Donc, et c'est aussi un avantage de pouvoir vraiment personnaliser l'outil par rapport à ce que tu souhaites faire Voilà. avec. C'est important de connaître les fonctionnalités des automates, Mm, les avantages, enfin les possibilités qu'ils offrent. mm, Et puis il faut utiliser tout ça au mieux en fonction des besoins que toi tu as et que mm. tes clients ont et que tes chevaux ont. Voilà. Mais il faut pas priver les chevaux de cette vie-là sous prétexte que tu te donnes pas la peine de réfléchir. Hein. Non, non, il y a moyen de faire les choses pour chaque type de chevaux, chaque type de propriétaire, voilà. Ouais. Ce que tu disais là sur les chevaux de concours, ça m'a fait penser à la question qui revient quand même souvent, c'est OK, mais s'il faut aller chercher les poneys et les chevaux au milieu du troupeau, comment ça se passe? Alors, bah, ça se passe très bien, hein, à la condition que quand tu montes ton cheval, tu lui fasses pas souffrir un martyr parce que là, il a le choix de te dire merde et Voilà. de te dire cours après moi et tu verras bien si tu m'attrapes. Mais voilà, justement, à partir du moment où tu crées des liens qui sont aimables avec ton cheval et aimants, il n'y a pas de raison que ton cheval, ça soit un problème pour aller le récupérer, pour le monter. Hein. Oui, Non, au non. final, ce que tu disais, c'est qu'il y a pas de problème. Enfin, beaucoup de personnes comme moi qui ont leur cheval, au box, avant, se disent: «Mais, quand je vais arriver, est-ce que je vais arriver à le récupérer?» et cetera. Finalement, c'est un non-problème et tu parlais aussi de, la possibilité de les confiner dans la partie écurie active. Si c'est l'été et qu'il y a les pâtures ouvertes, tu peux programmer pour qu'ils restent dans la partie Voilà, écurie active. admettons que Pour un centre équestre, pareil. voilà, tout à fait. L'avantage aussi de tout ça, de cette robotique et de cette informatique-là, c'est que si jamais tu as besoin de myrtilles, pomponnettes et black pour la reprise de je sais pas quelle heure, et ben les ordinateurs les automates vont les garder confinés dans une zone où ils seront plus facilement accessibles pour tes cavaliers. Et tu Mmh. n'auras pas à les courir après pour faire les utiliser pour les reprises. Mmh. Donc le vétérinaire vient, le maréchal vient, c'est pareil, tu peux programmer les choses pour que les chevaux soient dans une zone confinée où tu les as sous la main. Donc Mmh. ça te facilite le travail, ça rend service à tout le monde et c'est pas dommageable pour le cheval. Et toi, avec du coup, tes quelques années de recul quand même, est-ce que, il y a des choses, ton retour d'expérience sur, l'aménagement de l'écurie active, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou que tu conseillerais en tout cas, aux porteurs de projets, de faire attention ou voilà, de porter une attention particulière sur certains points? Ah oui, à la maison par exemple, le compromis qu'on a fait en réutilisant le bâtiment existant qui sert d'abri, c'est pas la panacée. C'est-à-dire que mon bâtiment, il fait 18 mètres de profondeur hein, et dans Mmh. l'absolu, euh, il vaut mieux des bâtiments qui fassent pas tellement plus de 6-8 mètres de profondeur pour que OK. les chevaux soient pas, quand ils rentrent sous le bâtiment, ils soient pas coincés par des chevaux pour ressortir. Mmh. Il faut que le cheval, il puisse, c'est un animal de fuite, d'accord. Donc il faut pas qu'il se sente oppressé à pas pouvoir partir au moment où il en a envie, sans risquer de se faire embêter par un autre cheval. Mmh. Donc si jamais ton bâtiment il est profond, même si la façade est ouverte en totalité, même si c'est pas qu'une porte pour sortir, hein, et ben le cheval qui est dans le fond, au moment où il va vouloir sortir, il va falloir qu'il traverse 2 épaisseurs ou 3 épaisseurs de chevaux différents qui Ouais, sont pas d'accord. nécessairement ses copains, et là il va serrer les fesses en sortant. Mmh. Donc voilà, à la maison, moi j'avais ce bâtiment-là, ça représente un investissement, il était là, C'est j'ai sûr. essayé de l'utiliser le mieux que je pouvais. Si j'avais dû partir de zéro, j'aurais fait un bâtiment différent de celui-là. D'accord. Voilà. Dans les autres aménagements de la maison que j'aurais peut-être fait différemment, bah là justement, je suis en train de réfléchir à faire une zone gériatrie parce que Mmh. mes chevaux à la retraite, ben ils vieillissent, Ah ouais. de plus en plus, et puis je commence à en avoir, j'en ai 2 qui sont quand même un peu au bout du rouleau. Et d'ailleurs ils te le disent, hein, les chevaux, tu vois bien, ils se tiennent encore plus à l'écart qu'avant des autres chevaux, Ah oui. etc. Donc l'idée c'est
c'est d'avoir une zone pour eux, vraiment pour eux, avec un accès à une alimentation vraiment adaptée pour eux et tout, ce que permet l'informatique, la robotique. Hein. Voilà, ça va être D'accord. soit rajouter un automate rien que pour eux, mais ça fait un gros investissement, soit faire une zone où on ira leur mettre à manger différemment, etc. Mais oui, ça c'est quelque chose que je vais faire. Donc c'est pareil, tout ça c'est quand tu crées ton site, tu peux anticiper ça, tu peux te dire bon bah voilà, je vais avoir des chevaux à la retraite, un jour ils vont vieillir, un jour j'en aurai un mètre à l'écart, et ben voilà, un jour j'ai prévu cette zone-là, et ben je l'aménagerai pour faire de la gériatrie, quoi. Ouais, d'autant que toi, quand vous avez commencé, il y avait quasiment personne en France, Mm. alors que maintenant vous êtes quand même plusieurs et vous pouvez, fournir ces retours d'expérience-là aux porteurs de projets pour justement qu'ils anticipent un petit peu mieux que vous, ce que vous aviez pu anticiper, à l'époque? Ah bah oui, oui, oui. En plus, bah voilà, hein, c'est ce que je te disais, parlant pas allemand ni anglais ni machin, Ça a les dû être seuls, compliqué. voilà, l'expérience que j'ai pu prendre, c'est en allant sur tous les sites internet de toutes les écuries actives qui existent en Europe et d'essayer de comprendre comment elles fonctionnaient en regardant les photos, les vidéos, etc. et de voir leurs différents aménagements et de voir ce qui était le plus pertinent en fonction de ce qu'on voulait faire à la maison et tout, et de prendre des idées pour des aménagements futurs. Et donc, oui, il ne faut pas se priver de cette expérience-là. Et c'est pour ça aussi que j'ai à cœur de partager mon expérience, parce que c'est un service à rendre à la profession que de faire découvrir ce mode d'hébergement-là, parce qu'au niveau de la rentabilité, il n'y a pas photo. Au niveau de la pénibilité pour celui qui travaille, il n'y a pas photo. Et au niveau du bien-être pour les chevaux, il n'y a pas photo. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant sur tous les plans. Après, voilà, il faut que les gens acceptent de se remettre en cause et la curiosité de voir autre chose et d'accepter de changer. Mais c'est pas donné à tout le monde. Ouais, et puis j'allais venir à la question de la rentabilité justement. Avant, il y a un investissement quand même à faire. Est-ce que tu peux nous parler un peu du budget? Parce que je pense que ça rebute tout de suite. On se dit: «Oh là là, mais il y a tellement d'aménagements, il y a les machines à acheter et cetera. C'est un budget phénoménal, pour un gain qui est peut-être pas si, important». Là, on a bien compris, hein, que finalement les gains étaient quand même, intéressants. Mais, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du budget justement? Alors, nous, à la maison, par exemple, au niveau du gain, euh, on, on a un revenu qui est légèrement supérieur à ce qu'on avait avant, d'accord. Mais on travaille 5 fois moins, Ouais, d'accord. OK. Donc, si jamais tu ramènes au taux horaire, Oui, on gagne 5 fois plus, ouais. d'accord. Donc, il n'y a pas photo, hein. Malgré les investissements, Oui, oui, bien sûr, ouais. oui, oui. Voilà, au niveau, voilà. Donc, pour moi, il y a pas photo. Après, effectivement, si jamais tu pars de zéro, que tu fais une écurie active, euh, globalement, les deux, parce qu'il y a deux fabricants en France, il y a deux revendeurs en France de matériel pour faire des écuries actives. Ouais. Il y a la société Horsestop qui commercialise les automates de chez HIT, HIT étant le concepteur de l'écurie active. Hein. Et puis, il y a Eco-Végétal qui commercialise en France les automates fabriqués par Schauer, qui est une société autrichienne. Et donc, ces deux sociétés-là, en général, elles annoncent un coût par cheval, quand tu pars de zéro, aux alentours de 10-12 000 euros. D'accord. Voilà. Et c'est à peu près le même coût que si tu fais une écurie traditionnelle, en partant de zéro. D'accord. Ouais. La différence, après, elle est dans la rentabilité. Et avec une écurie active, tu vas avoir une rentabilité bien supérieure d'une écurie traditionnelle. Ouais. Après, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là et puis faire les choses au mieux. Et puis sachant que, alors vous, ça vous a dégagé du temps
et c'était peut-être votre objectif. Il y en a d'autres, ça va leur dégager du temps, mais qui vont réinvestir en donnant par exemple plus de cours ou en ayant plus d'activités, en accueillant d'autres publics. Et du coup, tu démultiplies aussi les sources de revenus. Donc, Ah bah voilà, encore une c'est fois, ça. tu rentabilises mieux finalement Voilà. l'écurie, quoi. Tu vois, moi, en ce moment, grosso modo, à midi, ma journée, elle est finie. Donc, l'après-midi, bah, je m'occupe de la propriété, etc. Puis, je profite un peu de la vie, hein, parce que Ouais. quand tu es passionné, comme on est tous dans ce métier-là, pendant 35 ans, on a bossé 7 jours sur 7, sans prendre de week-end. Et si tu fais le calcul rapidement, en week-end pas pris, ça représente 10 ans de vie. D'accord? Ah ouais. Oui, quand même, 10 ans de vie. Donc, je vois pas pourquoi nous, on n'aurait pas le droit non plus, comme d'autres professionnels, à avoir un peu de bon temps. Bien Hein. sûr. Je vois sur les réseaux sociaux, ah ouais, mais ils font ça, c'est pour plus s'occuper c'est pour être tout le temps parti en vacances, etc. Et Attends, et alors, voilà, bah oui. pourquoi je prendrais pas des vacances, quoi. Hein, enfin, ça me paraît assez normal. Hein. Et c'est pour ça aussi que se lancer dans cet investissement-là, bah, c'est salutaire parce que le temps que ça libère, eh ben, tu peux l'utiliser pour faire autre chose, pour faire des reprises, pour travailler des chevaux correctement, pour te former à autre chose, à d'autres techniques. Et donc, tu augmentes la rentabilité encore plus. Donc voilà, il n'y a pas photo. Et puis d'avoir une qualité de vie qui est incomparable. Et on sait que quand tu es calme, reposé, pas stressé, etc., et que tu t'occupes de chevaux, en général, ça se passe encore mieux avec les chevaux dont tu t'occupes. Donc c'est que gagnant pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est sûr. Est-ce que c'est aussi plus facile avec l'écurie active lorsque tu pars, de confier je sais pas comment vous fonctionnez, mais à faire venir quelqu'un, et que du coup c'est plus facile d'assurer une surveillance, etc. Ah bah oui, parce que bah là c'est juste de la surveillance. Moi, avec l'informatique et tout ça, j'ai tout sur mon téléphone. Hein. Je sais exactement ce que le cheval a mangé, à quelle heure il a mangé, etc., à quel endroit il est et tout. Donc là, moi j'ai une surveillance par le téléphone. Au besoin, tu peux rajouter des caméras sur le site, il n'y a pas de problème. Et donc la personne qui va venir te remplacer quand tu veux t'absenter, elle a juste l'entretien à faire et puis de la surveillance. Et la tâche qu'elle a à accomplir, elle n'est pas contraignante. Moi, je veux dire, t'es pas avec une fourche à sortir du fumier d'un box. Hein. Tu es assis sur un tracteur. Donc voilà. Et je pense qu'il y a une réflexion à mener aussi pour, pour que parce que la problématique, quand tu veux t'orienter, que tu as un centre équestre, que tu veux t'orienter vers le changement, tu as besoin d'argent, d'accord. Beaucoup de centres équestres, ils sont un peu ric-rac, et quand ils vont voir le banquier pour demander des sous pour faire autre chose, le banquier leur dit bah, c'est dommage, mais vous avez un petit peu de mal à finir vos fins de mois, donc je vais peut-être pas vous prêter d'argent, même si tu arrives avec un beau projet. Mais donc il faut que la filière prenne conscience de l'intérêt de ce mode d'hébergement-là et mette en place des aides à la mutation. Ouais. Parmi les gens qui pourraient nous aider, moi je suis convaincu que la MSA elle a un rôle à jouer parce que on sait que ces chevaux qui vivent dans des conditions qui sont différentes, déjà ils vont devenir beaucoup moins accidentogènes pour le personnel qui s'en occupe. Hein. La MSA, si tu regardes leurs chiffres d'accidents le lundi en fin de matinée, ça fait un gros pic comme ça. Et donc ça n'existe plus parce que les chevaux, il n'y aura pas trop plein d'énergie accumulée pendant le dimanche et le lundi, quand tu arrives pour les lâcher, tu fais du ski nautique derrière tout le monde en prenant des coups de pied dans la figure. Donc la MSA, elle devrait nous aider à changer notre façon de faire. En plus, tu réduis le temps de travail, donc tu réduis autant la pénibilité, mais en plus tu réduis la pénibilité parce que c'est mécanisé, etc. Ça veut dire que tous ces gens-là, ils vont mieux vivre et ça coûtera moins cher. Et donc, ce serait normal qu'ils nous aident à la mutation, que ce soit un des partenaires à la mutation. Les assureurs de la fédération, c'est pareil, par exemple. Hein, quand les chevaux de club ils vont arrêter de virer les cavaliers, ça va tout de suite leur faire des frais en moins. Donc voilà, mais ça, je n'espère pas que ça se mette en place un jour. Mais oui.
mais ça va prendre du temps, mais c'est important parce que la mutation, elle peut pas se faire si rapidement. L'idée, c'est d'aller vite. Ouais, c'est ça. C'est de pas mettre 30 ans pour qu'il y ait des Mm. écuries actives partout, quoi. D'essayer d'avancer plus vite que n'ont avancé les Allemands, par exemple. Toi, tu penses est-ce que vous avez été particulièrement soutenu parce que vous étiez en Normandie et que c'est une région très dynamique sur le plan équestre? Alors oui, attention, la Normandie effectivement aide beaucoup les structures dans leur fonctionnement, etc. Met des outils en place, des aides financières en place, etc. Mm. Nous malheureusement on était trop précurseurs et il n'y avait pas la case Ah ouais. de formulaire à remplir, donc Mm. on est passé à côté. Mais bon, c'est pas très grave, ça fait un peu bondir, mais sur le coup, mais bon, tant pis. Maintenant, ça y est, c'est enclenché pour les autres et les autres Ouais. vont en bénéficier. Donc c'est très bien. Et puis il y a une vraie écoute en Normandie au Conseil des chevaux et à la Chambre d'agriculture, à tous les organismes, l'IFCE, l'INRAE, etc. Ouais. Maintenant, il y a quand même une écoute de plus en plus forte et de plus en plus de gens sont sensibilisés à ça et comprennent la pertinence du truc. Voilà, donc Il a ça va. fallu essuyer les plâtres, quoi, Oui, pour mais que on est ensuite. là, on est là pour ça. Je veux Ouais. dire, enfin, tous les gens qui sont des précurseurs, au début, on les jette au bûcher, et puis après, on commence à avoir une oreille attentive, et puis au bout d'un moment, ça devient une norme. Mm. Et c'est ça une vraie innovation, c'est quand elle devient une norme. Et voilà, il faut pas désespérer, et ça va faire son bonhomme de chemin. Et comment tu expliques qu'on ait autant de retard par rapport à d'autres pays? Donc, tu parlais notamment de l'Allemagne, mais je crois que les pays nordiques aussi sont quand même assez avancés sur le sujet. Pourquoi en Alors France, ça oui, met oui, tant de oui, temps? donc tout ce qui est Allemagne, Suède, Norvège, Suisse, Autriche, tout ça, enfin si tu regardes une carte avec les implantations Ouais. des différentes écuries actives, tu vois bien que on est à la ramasse, quoi. Mais mais Pourquoi? c'est pas grave, ça va bouger. Mais oui, pourquoi? Parce que je pense qu'on n'a pas un naturel très curieux. Hein, on se laisse enfermer dans des traditions, dans des habitudes, Mm. et on n'a pas la curiosité nécessaire pour aller voir ce que fait le voisin. Déjà nous, hein, au sein de la filière, euh, il y a il y a des vraies séparations entre le trot, le galop, le polo, le cheval de C'est selle, vrai. etc. Et je pense qu'on devrait davantage s'inspirer des bonnes choses que font les autres, et puis de communiquer entre eux, de laver notre linge sale en famille, de s'expliquer, de dire bah nous on trouve que votre façon de faire peut-être c'est un peu, il y a des choses qui choquent et qui pourraient choquer le tout à chacun, donc voilà, parce que des fois on est enfermé dans notre truc et puis on se rend pas compte. Hein. Moi quand on a commencé il y a 30 ans, on soignait les tendinites au fer rouge, d'accord. Ouais. Ça, Enfin, tu dis ça aujourd'hui à un vétérinaire qui fait ses études, il dit non mais attendez, on n'est pas au Moyen Âge, c'est Mm. fini ça. Hein. Donc et pendant très longtemps ça choquait personne, voilà. Et à l'époque ça choquait personne. Bon bah voilà, les choses elles évoluent, ça change. Avant le tornet on l'utilisait en permanence, maintenant on fait des anesthésies locales. Voilà, il faut accepter que les choses changent et laisser le temps faire. Il faut pas stigmatiser les gens qui le font pas parce que des fois c'est pas productif de toute Ouais. façon. Donc il faut éveiller les consciences et proposer des solutions et laisser le cheminement se faire, je pense. C'est pas en pointant du doigt qu'on. Non. Voilà. Il faut pas, surtout pas. Tu parlais des centres équestres urbains tout à l'heure. Donc pour toi, on pourrait aller vers un modèle d'écurie active même sur ces petites surfaces-là. Là, les confinements maintenant, les confinements et en tout cas le Covid a montré une certaine limite, je pense, à ces modèles de centres équestres.
comment on peut justement changer ces modèles-là et faire en sorte que ça bouge, quoi. Bah, tu vois, typiquement, si tu prends le cas du Covid, à la maison, Covid, pas Covid, il s'est rien passé, quoi. C'est En ça, ouais. plus, le fait que les chevaux vivent comme ils vivent, pour le propriétaire, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, c'est pas un problème. Le cheval, il vit sa vie. Il n'est pas enfermé dans un box à risquer de faire des coliques et à monter dans les tours parce qu'on n'a pas le temps de venir pour le sortir. Donc, voilà. Et typiquement, là, ça a mis en évidence pour certains centres équestres le temps que ça nécessite d'emmener les chevaux d'un point A à un point B, alors en main, alors qu'ils peuvent y aller tout seuls dans une écurie active. Ce chemin-là, ils le font tout seuls, hein, et ça se passe bien dans le calme parce qu'il n'y a pas de manque. Hein. Ce qui génère le stress, c'est le manque. À partir du moment où il n'y a pas de manque, il n'y a plus de stress, d'accord. Il n'y a plus d'agitation. Et il n'y a pas plus calme que des chevaux dans une écurie active. Tous les gens qui viennent visiter à la maison, ils sont sur le cul parce ils sont au milieu d'un troupeau de chevaux et ils se rendent pas compte qu'il y a autant de chevaux que ça, et c'est d'un calme qui surprend tout le monde. Donc il faut pas avoir peur de ça et oser remettre les chevaux ensemble. Et d'ailleurs, il y en a qui l'ont compris, hein, avec le Covid, parce que il y a des structures équestres qui ont trouvé des solutions en allant mettre, pour se décharger de ce travail-là, en allant mettre les chevaux club tous ensemble dans un champ, etc. Et il y en a certains qui se sont dit, mais attends, ça se passe très bien. Ça se passe bien. Ils sont tous ensemble, pourquoi on continuerait pas? Donc voilà, et pour pouvoir continuer, il faut aménager le centre équestre pour que ce soit possible. Il n'y a pas d'herbage, mais il y a une surface où les chevaux vont pouvoir vivre avec des centres d'intérêt éloignés les uns des autres, et puis les chevaux, ils vont mener leur petite vie comme ça, et on pourra mécaniser le ramassage des crottins, et dans 10 ans, ce sera même un robot qui fera ça, parce que comme il y a des robots tondeuses, et des robots aspirateurs dans les maisons, il y aura un robot ramasseur de crottins, et il faut pas que ça scandalise les gens une fois encore, c'est juste pour se priver d'une tâche qui est complètement ingrate, ramasser de la merde, je sais pas ce qu'il y a de gratifiant dans ce boulot-là. Et si c'est un robot qui le fait, tant mieux. Et puis le palefrenier soigneur, il deviendra soigneur et pas palefrenier, et il pourra mieux s'occuper des chevaux et voilà, apprendre des techniques nouvelles. Hein, on sait que maintenant tu peux dresser le cheval, à tendre l'encolure pour avoir une intraveineuse, à ouvrir la bouche pour avoir son vermifuge, etc. C'est ce qu'on fait dans les zoos avec les lions, les tigres et tout, les rhinocéros. Il y a un dressage adéquat qui est mis en place. Et ça, on pourrait l'appliquer dans les structures équestres, dans les élevages de chevaux, etc. Et on va se retrouver avec des animaux qui vont être mieux dans leur tête et plus facilement manipulables, moins de stress, etc. Et au bout du compte, on va retrouver des athlètes plus tard qui seront plus performants. Donc on sera gagnant. C'est pareil, le fait que les chevaux vivent dans un contexte qui leur convient, avec un mode de vie adapté, ça veut dire que ton cheval, s'il a un peu d'arthrose, il va mieux vieillir. Donc ton cheval de club, il va durer 2 ans de plus. Ton cheval de concours, il fera peut-être 2 saisons de plus. Et la rentabilité de ton investissement, tu vas aussi le trouver à ce niveau-là. Parce que tes chevaux de club, ils vont durer 2 ans de plus. Ouais. Est-ce que tu penses que ça passe aussi par l'éducation un peu de la population, notamment la population équitante, sur ce sujet-là? Enfin, leur montrer qu'en fait, il y a d'autres modèles possibles et que c'est pas que aux professionnels de chercher, mais c'est aussi aux équitants de réclamer quelque part. Enfin... Alors, le problème, c'est que les équitants, ils sont formés dans les centres équestres, d'accord? Et les centres équestres, pour la majorité des centres équestres, c'est de l'hébergement en box, d'accord? Donc, si tu commences à dire à ta clientèle que le cheval, il n'est pas fait pour vivre dans un box, tu te tires une balle dans le pied, parce que ton client, il va te dire, d'accord, je viens plus monter chez vous parce que les chevaux, ils vivent dans des box. Ouais. Je vais aller chez le voisin. Et donc, tu le fais pas. Donc, et tu essayes de renforcer ta clientèle dans l'idée que le cheval, dans un box, il est heureux, il n'a pas froid, etc. Donc c'est compliqué.
Et malgré tout, la mutation, elle va se faire doucement, justement, à cause de ça. Et quand il va y avoir des chevaux qui vont vivre différemment dans le centre équestre d'à côté, et que les gamins à l'école, ils vont discuter entre eux, et qui vont dire, ah, bah, toi, tu montes là-bas, mais là-bas, les chevaux, ils sont enfermés dans des box, c'est quoi l'histoire et tout. Moi, là où je monte, les chevaux, ils vivent ensemble, ils se baladent, etc. C'est quand même plus sympa et tout. Donc, à un moment donné, les gens, la mutation, ils vont être obligés de la faire. Et il vaut mieux être dans les premiers à la faire que dans les derniers. Donc, mais c'est pareil, voilà, effectivement, ces gens-là, si on les aide pas à faire la mutation financièrement, ça va prendre du temps. Donc, il y a une réflexion à mener à ce niveau-là, je pense, c'est important, oui. Après, je posais la question parce que moi, j'ai quand même le sentiment que ça vient de plus en plus des cavaliers qui font de plus en plus attention à ce genre de choses. Je pense aux courants animalistes quand même qui se battent beaucoup pour. Alors, on est plus sur les animaux de cirque, les animaux d'abattage, etc. Mais il y a une conscience du bien-être animal qui se développe, et j'ai l'impression que de plus en plus de gens, maintenant, j'en parlais avec Olivier Pulse, qui me disait maintenant avant les gens téléphonaient pour demander s'il y avait un manège dans les pensions. Maintenant, ils demandent s'il y a des prêts. Donc, ils sont quand même plus au fait de ces choses-là. Et si eux, du coup, effectivement, comme tu disais, voient que à côté il y a un centre équestre avec ce type d'hébergement, que les chevaux sont mieux, etc., ils peuvent aussi avoir le pouvoir de faire bouger les choses. Je pense que ça peut venir des deux côtés, quoi, professionnel et puis bien sûr, hein, client. Le client est roi, hein, et à partir du moment où le client commence à acquérir de la connaissance, c'est ça. Et à se rendre compte que le bien-être du cheval, tel qu'il est décrit dans la charte sur le bien-être des équidés, hein, une fois encore, ça a été écrit par des professionnels, par des responsables de la profession. Et c'est pas un truc du luberlu, hein. Donc, quand les gens vont se rendre compte que la façon dont on fait vivre les chevaux dans certains endroits n'est pas adaptée à leurs besoins fondamentaux, ils vont aller chercher les endroits où les chevaux vivent bien. Et effectivement, les autres vont être obligés de changer, d'opérer la mutation, parce qu'il va y avoir une pression de la part de la société et de la clientèle pour que les chevaux soient maintenus dans des conditions acceptables. Regarde, actuellement, si tu prends l'exemple des zoos, moi quand j'étais gamin, les animaux ils étaient dans des cages, hein, voilà. Maintenant tu supporterais pas d'aller dans un zoo où les chevaux ils sont dans des cages, où les animaux sont dans des cages, pardon. Voilà, au minima, c'est en Normandie, c'est Cersas, c'est Thoiry, etc. Où les chevaux, les animaux ont des espaces plus grands pour mieux vivre. Je dis pas que c'est la panacée, mais c'est quand même mieux que la cage. Et voilà, de la même manière, l'écurie active, c'est mieux que le box. Hein. C'est peut-être pas l'herbage, c'est peut-être pas la vie naturelle du troupeau, machin, mais il faut pas croire que la vie du troupeau de chevaux de Przewalski, etc., c'est le monde des bisounours. Hein. Oui, c'est ça. Le monde des bisounours. Hein. Et puis on peut plus avoir ce fonctionnement-là aujourd'hui. Enfin, le cheval, si on voulait un fonctionnement vraiment naturel, il faudrait qu'il puisse se déplacer sur des centaines de kilomètres. Voilà, on ne peut pas. Donc voilà, il y a des compromis à faire. On est toujours obligé de faire des compromis. Et il faut faire le meilleur compromis possible en fonction de ce qu'on a la capacité de faire. Quand tu expliques tout ça, du coup, tous les avantages de l'écurie active, de vraiment son fonctionnement, de toi, tous les bénéfices que tu en as retirés, est-ce qu'il y a encore des critiques qui subsistent ? Alors, des critiques, oui, bien sûr. Il y a des résistances, on va dire. C'est des résistances, oui. C'est que les gens ils disent oui, mais mon cheval, il est comme ci, il est comme ça, c'est pas pour mon cheval. Ah oui. Ou moi, ceci, ou moi, cela. Non, un cheval, c'est un cheval. Alors, je dis pas, il y a des exceptions, j'en conviens. Tu en as eu ? C'est comme non, à la maison, non. Tous les chevaux se sont mis au mode de vie de l'écurie active. Okay. Mais quand bien même il y en aurait un auquel ça conviendrait pas, faut essayer.
jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Ouais. Celui auquel ça convient pas, tu le mets dans un box avec un paddock et puis voilà, tu le mets Ouais. pas dans le troupeau parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est un cheval qui a pas appris les codes, etc. Et c'est compliqué. Bah, j'ai un cheval à la maison qui est pas dans l'écurie active parce que c'est un cheval qui est ataxique. Hein, et le fait de le faire vivre dans le troupeau, ça le soumettrait à trop de déplacements et pas nécessairement dans son rythme pour pas qu'il tombe, etc. Donc D'accord. ce cheval-là, il vit, il est dans un champ avec une copine et puis il vit à son rythme et puis voilà, et tout se passe bien. Mais il faut pas se priver de cet outil-là, de la même manière où t'es cavalier de concours et quand on est entraîneur ou cavalier de concours, on a toujours un noyau dur de chevaux dont on sait qu'il va rester là parce qu'on est en confiance avec ses propriétaires. Voilà, on sait que ces chevaux-là, ils sont là pour 2, 3 ans et tout. Et ben, en aménageant le site au mieux, etc., en le gérant parfaitement, sachant quelles sont les contraintes, et ben, ces chevaux-là, on les fait vivre au mieux dans un aménagement type écurie active ou quelque chose qui s'en rapproche, qui permet aux chevaux d'avoir la réponse à leurs besoins fondamentaux. Et puis les autres, eh ben, on a 5, 6, 10 box à côté avec des paddocks et pour que ces chevaux-là, ils trouvent leur place. Et puis comme ça, tout le monde est content. Mais au minimum, il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de chevaux qui ont vraiment un site adapté à leurs besoins, avec une charge de travail qui est beaucoup moindre pour la personne qui va s'en occuper. Et voilà, c'est tout. Faut pas être buté dans un truc. Il faut avoir de l'ouverture d'esprit pour savoir adapter les choses. Mais il faut pas se priver d'un outil sous prétexte que tout n'irait pas dans le meilleur des mondes. Ouais. Voilà. Tu as des vaches laitières, tu en as une qui supporte pas d'être trait à la machine, bah voilà, tu la prends pas. Tu l'envoies chez le voisin. On sent comment l'agriculteur qui parle. Oui, non, mais c'est quelque part c'est du bon sens, quoi. Ouais. Hein. Si jamais tu as un problème, eh ben, tu trouves une solution, mais tu te prives pas de tous les avantages Oui, c'est ça. d'un fonctionnement. Non, mais voilà. du coup, je vais rien faire parce que Oui, peut-être qu'il y aurait un problème. Bah oui, voilà, tout à fait. C'est ce que j'entends des fois les gens. Ah oui, mais s'il y a une panne, attends, s'il y a une panne, tu répares. Hein. Ouais. Tu te fais pas laver le linge à la main sous prétexte que ta machine à laver le linge, elle pourrait tomber en panne un jour. Si je te dis ça, tu vas me dire, tu retournes chez ta mère, t'es gentil, mais ça va pas se passer comme ça avec moi. Là, on va acheter une machine à laver le linge. Hein. Et puis si elle tombe en panne, on fera bien le réparateur. Voilà. Et ben là, c'est pareil. Si tes automates ils tombent en panne, eh ben, tu mets un rouleau de foin en plus. Celui qui a vraiment besoin de grain, ben, tu lui donnes du grain. Et puis comme tu faisais avant, et puis voilà, t'attends que ça remarche. Et puis, oui, et puis puisque du coup, il y avait une époque où il n'y avait pas d'automate, donc c'est que c'était possible. Tout 20 ans en arrière, et puis c'est pas bien grave. Hein. Bon, donc l'écurie active, c'est l'hébergement du futur. Ah bah, à mon sens, oui. Ouais, et puis il y aura peut-être mieux après. Hein. Voilà, c'est peut-être une étape vers autre chose encore. Hein. Et avec des fonctionnalités qui vont être encore améliorées parce que c'est pareil, là, on parle de puces qui permettront d'avoir des informations sur la température du cheval, sur des paramètres biochimiques, etc. Ouais, on peut imaginer des caméras thermiques quand le cheval il rentre dans l'automate, il est soumis à un examen avec une caméra thermique, avec des programmes qui vont me dire bah là il y a une zone plus chaude que hier, etc. Enfin, toutes ces données-là, on pourra les avoir bientôt et il faut pas avoir peur de ça, il faut l'utiliser correctement. Ouais, super. Comment tu vois le monde équestre de demain plus globalement autour de l'écurie active et sur les autres sujets du coup? Comment tu l'imagines toi? Bah, moi, je pense que on va être obligé de faire une mutation dans le mode d'hébergement du cheval, ça c'est indéniable. Et puis, je pense que la profession va devoir aussi
prendre en compte ce que les scientifiques nous disent, hein, parce que en ce moment là, ils font tout un tas de recherches sur le bien-être des chevaux et tout, et sur leur métabolisme, sur la gestion de l'entraînement, de la performance. On est en train de mettre de la science sur tout ça, et je pense que demain, on sera bien plus pertinent dans nos façons de faire pour répondre à nos problématiques avec les chevaux. Tu dirais que l'écurie active t'a aidé à préserver ta passion? Ah oui, complètement. Oui, complètement, parce que bah, tu le vois bien, hein, les professionnels, quand ils arrivent à l'âge de 45 ans, 50 ans, qu'ils ont eu la tête dans le guidon pendant toutes ces années, et ben ils perdent la passion. Ils font le boulot, mais ils perdent la passion. Moi, je vais te dire, le matin, je suis pressé d'aller voir comment vivent mes chevaux là-bas, et c'est gratifiant quelque part, parce que je me dis, ouais, ce boulot-là, je suis content, j'ai bien fait mon boulot là. Ouais. J'ai une entreprise qui fonctionne bien, et en plus les chevaux ils sont heureux, et ça transpire le bien-être, etc. Et je me dis, ouais, j'ai bien bossé. Et quelque part, tu vois, quand on a fait l'investissement, on commençait à avoir un petit peu d'âge quand même, hein. Là, moi, j'ai 60 ans, donc on aurait pu se dire, mais il est un peu fou d'investir 200 000 euros à cet âge-là, quoi, hein. Ah ouais, mais pour moi, c'était l'aboutissement de ma carrière professionnelle. C'était vraiment la cerise sur le gâteau, tel que j'en avais rêvé tout le temps. Et là, j'ai la vie de paysan que je rêvais d'avoir quand j'étais gamin. Donc ça n'a pas de prix. Et puis en plus, eh ben, il faut savoir qu'on va avoir une retraite de paysan, hein, et une retraite de paysan, c'est 800 euros par mois, et j'ai pas envie de passer aux patates, hein, j'ai envie de continuer à avoir une vie correcte, et donc si je peux continuer à rentrer la pension de 40 à 50 chevaux, et ben, en ayant un minimum de travail à faire, et quand bien même le jour où je pourrais plus le faire, j'aurais un gars à payer 3 jours par mois, 3 heures par jour pendant 4 mois pour faire ce boulot-là, et je continuerai à avoir une écurie qui fonctionne bien, et une rentabilité, une qualité de vie qui me permet d'être bien. Et puis nous, on a 2 filles qui sont cavalières professionnelles. Et ben, si un jour elles doivent revenir à la maison, elles auront une écurie du 21e siècle et pas un truc du 19e, quoi, hein. Voilà. Le musée du cheval, c'est pas à la maison, hein. On va rester là-dessus. Génial. Génial pour terminer. On sent que tu es accompli, effectivement. Donc, c'est beau à voir. Et effectivement, l'aspect retraite, je pense que peu de personnes y pensent. Et c'est vrai que c'est un point quand même très fort, je trouve. Ah bah oui, parce que voilà, la réalité, elle est là, hein, et donc bah, si tu as moyen d'anticiper, d'y penser avant, et puis de continuer à vivre de ta passion le plus longtemps possible, voilà, surtout que de vivre de sa passion, c'est pas donné à tout le monde, hein. Voilà, et, et pouvoir profiter de cette chance-là le plus longtemps possible, et ben tant mieux. Je le souhaite à beaucoup de gens. Et c'est pour ça que je partage ma passion, et que je voudrais en faire profiter les autres. Et voilà, c'est un peu ma petite mission. Eh bien, écoute, c'était la mission de cet épisode, en tout cas, et plus globalement du podcast. Donc, je suis ravie qu'on ait fait ça. Merci beaucoup pour ton temps, Pascal. Eh ben, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Voilà, bravo. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Alors, vous l'avez compris, pour Pascal, il n'y a que des avantages à installer une écurie active chez soi. Mais surtout, je pense que le message à retenir, c'est qu'il n'y a pas un seul modèle idéal. Il existe autant de compromis selon les besoins et les possibilités de chacun, en fait. Et c'est vraiment important de surtout ouvrir la réflexion et voir ce qu'il est possible de faire en toute objectivité et sincérité envers soi-même pour améliorer le bien-être des chevaux et aussi des hommes qui y travaillent. Je pense qu'une chose est sûre, c'est qu'on
On a compris qu'on ne peut pas continuer comme si de rien n'était, alors qu'on n'a jamais eu autant de connaissances sur les besoins de nos chevaux, et qu'il y a des milliers de professionnels passionnés qui s'épuisent à la tâche et qui finissent par perdre la flamme qui les animait au départ. Donc, il est urgent d'accepter d'ouvrir la réflexion, que les instances aussi participent et encouragent, soutiennent ces changements, que les équitants eux-mêmes s'informent, revoient leurs attentes et participent à créer ce mouvement-là aussi. Alors évidemment, cet épisode ne nie pas qu'il y a déjà de nombreuses structures qui veillent réellement au bien-être des chevaux et des hommes, et il y en a qui n'auraient pas besoin de se transformer, mais l'idée, c'est que cela devrait être la norme, devenir la norme, et non plus être l'exception dans notre secteur. Et dernière chose, avant de terminer, retrouvez en note beaucoup de ressources pour en savoir plus sur les écuries actives et vous approprier un petit peu plus le sujet à travers différents articles, différents reportages. N'hésitez pas à aller voir parce que c'est important de se rendre compte visuellement de ce que ça donne. Et bien sûr, n'hésitez pas à contacter Pascal qui fait toujours visiter ses écuries avec un grand, grand plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et bien sûr, continuez à vous abonner pour suivre tous les épisodes à venir. Je suis toujours ravie de recevoir vos retours, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail. Donc, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé, à venir échanger avec moi. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et puis continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse et à très vite.